Parti. Après des études à l'université Pierre et Marie Curie et Télécom Paris, il se passionne donc pour les thématiques d'intelligence artificielle et crée par la suite le célèbre assistant vocal d'Apple, Siri. Il rejoint par la suite Samsung en tant que CTO et Senior Vice President, avant de rejoindre récemment Renault en tant que Chief Scientific Officer. Salut Luc, comment vas-tu? Ça va super bien, merci. Est-ce qu'on t'a plutôt bien présenté ou pas? Qu'est-ce que tu penses de cette présentation? C'était court, hein, parce que Ouais. vu comment je suis vieux, Ça a C'est été une beaucoup plus de problématique choses. justement, ça a été une énorme problématique sur comment moi j'écrivais cette présentation, sachant que tu as fait 50 000 trucs quand même. oui, Mais il y a un point commun entre tout ce que tu as fait, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, toi t'en parles depuis, j'allais dire 20 ans, mais peut-être même un peu plus. C'est quoi pour toi l'intelligence artificielle? Et ça devient d'où cette passion pour ça? alors déjà pour commencer, ça date de 1956, hein, le terme artificial intelligence, intelligence artificielle. On va y arriver. Et donc c'est vrai que ça fait très très longtemps, mais quand on réfléchit bien, en fait, ça fait même encore plus longtemps que ça. L'humanité, nous, on essaye toujours de créer des outils qui vont faire des tâches qui sont plus ou moins intellectuelles, mais qui vont faire en sorte que ça fait les trucs redondants, les trucs répétitifs à notre place. D'accord. Donc ça fait très 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 longtemps. Et donc moi, depuis très 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 longtemps, en fait, j'ai toujours eu envie d'automatiser des trucs et faire en sorte que j'ai pas à le faire moi-même. Je suis ingénieur aujourd'hui, mais ça veut dire surtout un feignant. Mm. Et donc, du coup, quand j'avais 9 ans, j'ai fait mon premier robot. C'était pour qu'il fasse mon lit. Parce Ok. qu'à l'époque, vous savez pas parce que vous êtes trop jeune, mais vous avez des couettes, machin, c'est fastoche le lit. Mais à l'époque, le lit, il fallait le border, il fallait faire, je sais même pas si vous connaissez le verbe border. Oui, quand même. Bon, c'est pas très Même. grave. Et donc, du coup, il fallait le faire au carré, enfin, c'était quelque chose. Et donc, j'avais marre de faire mon lit et j'ai voulu faire un robot qui le fasse à ma place. Donc, ça, c'est de l'intelligence artificielle. C'est des choses qui sont utiles pour les vrais gens, mais des choses qui vont automatiser, qui vont faire en sorte qu'on n'ait pas nous-mêmes à réfléchir et à le faire quand ce n'est pas vraiment intéressant. Ouais. D'accord. Pour répondre à la question, c'est arrivé quand même dans mon histoire un peu plus tard, d'accord. L'intelligence artificielle est vraiment apparue d'une manière intéressante avec l'arrivée d'Internet. Ok. Parce qu'il y a plusieurs types d'intelligence artificielle. Il y a les intelligences artificielles logiques, les intelligences artificielles statistiques. Et c'est vrai qu'avec l'abondance de données qui est arrivée avec Internet, il y a eu effectivement une nouvelle ère qui est apparue dans la fin des années 90. Alors récemment, on entend beaucoup parler du terme de LLM justement. C'est quoi un peu la différence entre ce qu'on peut appeler intelligence artificielle? Dans quelle catégorie ça vient se placer et comment ça fonctionne? Alors, les LLM, c'est un type, encore une fois, d'intelligence artificielle, mais c'est dans les intelligences artificielles statistiques dont je viens de parler, ça fait partie de la même chose. En fait, les LLM, ça va être un truc où, par définition, du premier L, large language model. Okay. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer de récupérer, de créer un modèle de langage, mais il va être très très gros parce qu'en gros, on récupère tout ce qui a été dit dans l'humanité. Hein. Bon, j'exagère un tout petit peu, mais c'est pas très loin. Quand on parle de ChatGPT, parce qu'on parle surtout de ChatGPT dans les 6 derniers mois, hein, c'est redevenu la mode, bien que il faut être clair que les LLM, par exemple, ont été inventés, découverts, enfin mis en évidence, on va dire, en 2017. Donc c'est pas exactement nouveau. Hein. Donc j'en ai un peu marre qu'on me rappelle tous les jours que c'est une révolution. C'est pas une révolution. S'il y a une révolution dans ChatGPT, elle se situe pas au niveau des LLM, elle se situe pas au niveau du GPT, elle se situe au niveau du chat. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a eu OpenAI a eu la bonne idée de mettre un chat qui fait en sorte que c'est super facile d'interroger ces LLM. C'est ça la révolution, d'accord. Et donc effectivement, 100 millions d'utilisateurs en 2 mois, c'est très impressionnant. Bon bref, donc c'est quoi les LLM? En fait, c'est donc des statistiques, mais c'est de la complétion. Ce qu'on essaye de faire, on essaye de savoir, de prédire ce qu'il y a après ce qu'on a déjà mis. Et donc quand je pose une question ou quand je laisse des choses un peu floues, ça va essayer de retrouver statistiquement dans les énormes montants de data qui ont été ingurgités dans le modèle, ce que c'est. La plupart du temps, ils retrouvent quelque chose. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas, ils ne retrouvent pas toujours la même chose. Donc il fait des statistiques aussi sur les résultats. Donc ça c'est pas mal, c'est intéressant.
Mais le truc qui est un peu embêtant, c'est que pour une raison X ou Y, il n'y a pas de résultat, il va vous donner un résultat. Donc c'est là où ça commence à être un peu délicat. On a appelé ça les hallucinations. C'est-à-dire qu'il va inventer des choses de temps en temps. Alors il y a 3 choses qu'il fait, le ChatGPT. Il vous donne une réponse vraie, il vous donne une réponse fausse et il vous donne une réponse inventée. Et ça, c'est un peu délicat, mais malheureusement, parce que le chat dont on parle était très très facile à utiliser, on a eu plein de gens qui ont utilisé ça sans savoir ces 3 secrets-là. Ouais. Et donc, en prenant comme argent comptant les réponses de ce chat GPT, qui était une grosse bêtise évidemment, parce que il dit des choses fausses, il hallucine, et des fois il dit des trucs vrais. Mais je ne sais pas quand c'est. Là, on parle de LLM. Juste avant, tu nous as dit qu'il y avait différentes formes d'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous donner un peu quelques autres exemples et éventuellement nous dire un peu quelles sont les futures grandes avancées qu'on va avoir sur ce secteur-ci? Alors moi je ne suis pas Elon Musk, vous le demanderez tout à l'heure quelles sont les futures grandes avancées, moi j'en sais rien. Par contre, je peux vous donner l'histoire. Donc on part en 1956, on part en faire du réseau de neurones. Le premier réseau de neurones, c'était le neurone, le perceptron. C'était en 1956, c'est là où on a décidé d'appeler ça intelligence artificielle. C'était une bêtise d'ailleurs, parce que c'est pas parce qu'on avait un neurone qu'on avait un cerveau, en gros. Mais bon, il y a eu cette extrapolation qui a été faite. Et du coup, bon, ça commençait quand même avec, globalement, on donnait des données en entrée et ça donnait quelque chose en sortie. On créait un modèle, on créait une sorte de réseau de neurones, effectivement, qui simulait un cerveau. On pensait qu'on pouvait faire ça. Et donc, ça, c'était déjà des statistiques à l'époque. Donc, dès les premières intelligences artificielles informatiques étaient vraiment des statistiques. Ça a rapidement disparu parce qu'on s'est aperçu que ça ne marchait pas très bien. Et puis, quand on ment sur la technologie, quand ça ne délivre pas exactement ce que c'est censé délivrer, on rentre dans en l'occurrence, ici, on est rentré dans ce qui s'appelle le premier hiver de l'IA. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de sous et on a arrêté les recherches globalement. Et donc, l'intelligence artificielle statistique a disparu globalement. Ouais. Mais relativement rapidement, au début des années 60, il y a une autre intelligence artificielle, justement, pour expliquer le point, là, qui s'appelle de l'intelligence artificielle logique, cette fois-ci. Donc là, c'est ce qui s'appelait des bases de règles et ce qu'on a appelé les systèmes experts. Les systèmes experts sont arrivés donc, dans les années 60, 70, 80, 90. C'était ce que c'était, ça marchait relativement bien, ça marchait même très très bien. C'était la logique, c'est quoi? C'est 6 machins à leur truc, donc beaucoup de règles assez simples, mais finalement, quand on commençait à les embriquer, ça faisait des systèmes hyper compliqués. Et hyper compliqués parce qu'il fallait suivre des gros arbres de décision qui pouvaient être absolument gigantesques. Donc ça a bien marché parce qu'en 1997, c'est quand même un de ces arbres de décision qui a battu Kasparov aux échecs, champion du monde des échecs. La machine Deep Blue faite par IBM a donc battu ce champion du monde. C'est quand même assez impressionnant. La vérité, c'est qu'il n'y a rien d'intelligent du tout. Il faut quand même se calmer un tout petit peu. C'est pour ça qu'en général, il faut se calmer de toute façon en face de ces intelligences artificielles parce qu'elles n'ont rien d'intelligent. Il en faudrait beaucoup pour qu'elles matchent notre intelligence. Là, en l'occurrence, Deep Blue était très bon aux échecs parce qu'il avait ingurgité toutes les règles des échecs. Je trouve que les règles des échecs, c'est relativement simple. Des mathématiques finalement. C'est des mathématiques, c'est de la logique. Et puis en plus de ça, on est capable de savoir aux échecs qu'il y a un certain nombre de coups, en l'occurrence 10 puissance 49 coups. Et du coup, c'était à l'époque, en 97, il était possible de mettre toutes les règles évidemment dans la machine, plus avoir assez de mémoire pour pouvoir mettre pas mal de coups. Et donc de pouvoir, globalement, la machine, elle avait la possibilité de pouvoir calculer de n'importe quelle position, de calculer la position gagnante la plus proche. D'accord ? Donc, c'est impressionnant, mais bon, c'était l'âge d'or des intelligences artificielles logiques, et donc de ce qu'on appelle les systèmes experts. Et pour finir de déconstruire je vais juste continuer un tout petit peu l'histoire. Donc là, on est dans les années 90. Et dans les années 90 arrive justement Internet, dont on parlait tout à l'heure. Et donc, ça a remis à la mode les intelligences artificielles statistiques, avec dans l'ordre, d'abord ce qu'on appelait le machine learning. D'accord, on apprenait à partir de données. Puis après, on a fait du deep learning. Donc, on s'est aperçu qu'on pouvait apprendre avec encore plus de données. Et puis, l'extrapolation de ça, c'est encore les LLMs qui sont arrivés quelques années plus tard, en 2017. Donc. Tu le mentionnais, alors pour déconstruire le fantasme, on parle bien d'algorithmie et pas d'intelligence. Est-ce que tu penses qu'un jour, on pourrait se rapprocher de quelque chose qui s'apparente à l'intelligence ou techniquement, c'est pas possible? Je pense que techniquement, c'est totalement impossible avec les outils qu'on a aujourd'hui, enfin les outils même qu'on aura demain, parce que là, on parle de mathématiques, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc, c'est maintenant que ce sera des mathématiques, je pense que c'est à peu près impossible, parce que c'est des statistiques, c'est de la logique. Et ces mathématiques,
Elles ne peuvent pas. J'ai une définition assez facile qui montre, alors c'est un peu idiot, mais c'est pour montrer que c'est quand même compliqué. J'explique que l'intelligence humaine, elle est infinie. Elle est continue et infinie, hein, si je parle en termes mathématiques. Donc continue et infinie, on imagine un tout petit peu quand on a une courbe, ce que ça peut vouloir dire. Hein, donc c'est continu et infini parce qu'on peut toujours inventer des trucs, nous. Ouais. D'accord ? Et j'explique que les intelligences artificielles, elles, on ne peut les représenter que par des lignes discrètes. C'est-à-dire que la discrétion, ça va être des trucs qui sont ponctuels. Et donc, encore une fois, en mathématiques, la discrétion, donc c'est ces intelligences artificielles qui vont être spécialisées dans des domaines particuliers. Les échecs, le Go, la reconnaissance de la parole, la reconnaissance visuelle, etc., etc. Donc, vous allez avoir ces intelligences artificielles qui vont être très fortes, qui vont être des outils qui sont absolument extraordinaires dans chacun de ces domaines, mais qui sont donc, encore une fois, discrets. Maintenant, la question qu'il faut poser, et la question mathématique qui est intéressante à se poser, c'est combien de lignes discrètes a-t-on besoin pour créer la continuité? Alors ça, c'est des maths. Est-ce que tu as une réponse ou pas? Ah oui, c'est des maths et de la philosophie en même temps. Hein. Ouais. En mathématiques, il faut une infinité de lignes discrètes pour avoir la continuité. Et donc, s'il me faut une infinité de lignes discrètes pour avoir la continuité, pour que les intelligences artificielles matchent la continuité de l'intelligence humaine, il faut une infinité de ces lignes discrètes. Est-ce qu'on peut arriver à avoir l'infinité? On n'y est pas encore. C'est compliqué, hein. Ouais, c'est assez complexe. Hein. Très très long. La semaine dernière, il y a un docteur qui m'a dit que c'était possible que l'intelligence artificielle avait un QI et que ChatGPT pouvait avoir un meilleur QI que l'humain. C'est vrai ou c'est faux? Alors, je ne sais pas s'il a un QI, parce que je pense que quand on lui fait passer des tests de QI, il a des réponses. Donc s'il a des réponses, on peut certainement mesurer ce QI, et donc il doit avoir un QI. Mais ce qu'il y a, c'est que est-ce qu'un QI va vraiment mesurer les choses? Voilà, la question c'est ça. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça a du sens de faire passer ça? Alors, il va avoir un test. On sait très bien que ChatGPT a passé le test du barreau et puis est devenu avocat. Et encore une fois, dans les trucs très très spécialisés, il va être très fort. Il faut être très clair, ces intelligences artificielles, ce ne sont que des outils. Je n'ai pas répondu à la question tout à l'heure sur ma définition de l'intelligence artificielle. Ma définition de l'intelligence artificielle, si j'en ai une, c'est une boîte à outils. Voilà. Et donc, j'ouvre la boîte à outils. Maintenant, à l'intérieur, il va y avoir le marteau, le tournevis, la scie, etc., etc. Donc, chacun de ces outils va être excessivement spécialisé et va être meilleur que moi dans chacun des domaines pour lesquels l'outil a été créé. Le tournevis, il va planter la vis beaucoup mieux que moi avec mes doigts. D'accord ? Le marteau, il va planter le clou beaucoup mieux que moi avec mes doigts. D'accord ? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun de ces outils est pertinent et excessivement spécialisé et meilleur que moi. C'est la définition même de l'outil, sinon ce n'est pas un outil. D'accord ? Et donc, ces intelligences artificielles, dans le domaine particulier dans lequel on les utilise, elles sont meilleures que moi. C'est des outils. D'accord ? Donc, ce ne sont que des outils. Mais il en faut plein pour pouvoir me matcher. Ouais. Et les outils aujourd'hui qui sont développés par OpenAI, on aura l'occasion peut-être d'en rediscuter après avec Elon Musk. C'est ouf de dire cette phrase. Ouais, un peu lunaire. Ils servent à quoi? ChatGPT, ça sert à quoi? Midjourney, ça sert à quoi? DALL-E, ça sert à quoi? Aujourd'hui, en fait, en général, ces intelligences artificielles, quand on va appeler l'intelligence artificielle de n'importe quoi, en général, c'est des assistants. C'est vrai. Vous assiste à faire quelque chose. Okay. Donc là, en l'occurrence, les intelligences artificielles génératives, elles vont m'aider à générer des trucs. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'intelligence artificielle générative, c'est un nom, par contre, qui est bon. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on n'aurait pas dû appeler ça intelligence artificielle. Mais par contre, une fois qu'on a appelé ça IA, on a IA dans le langage commun, c'est OK. Mais appeler ça intelligence artificielle générative, c'est clé. Et c'est important d'avoir dit ça et de ne pas avoir dit que c'était des intelligences artificielles créatives. Parce que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Et ces intelligences artificielles, elles ne font que générer. Et donc, pour répondre à la question sur que ce soit ChatGPT ou que ce soit Midjourney, elles vont m'aider à générer des choses qui vont augmenter ma créativité. Par exemple, je vais pouvoir dire à Midjourney c'est celle qui génère des images, hein. Donc je vais pouvoir dire à Midjourney, dessine-moi une vache verte sur la tour Eiffel. D'accord ? Donc c'est une image mentale que j'ai, c'est moi qui suis en train de créer ça. D'accord ? Donc la vache verte sur la tour Eiffel. Midjourney va me générer des vaches vertes sur la tour Eiffel. Ça ne va pas matcher exactement ce que je veux, je vais prendre et puis je vais régénérer, jusqu'à ce que ça matche exactement l'image que j'avais dans ma tête. Mais encore une fois, l'image que j'avais dans ma tête, c'est celle que j'ai créée. Donc la création se fait à travers le prompt, et donc je crée, ça génère.
D'accord ? Et donc, ces outils, du coup, deviennent excessivement intéressants pour des designers, par exemple, pour des artistes, pour n'importe qui va vouloir effectivement un peu étendre son panel de choses qu'ils ont envie de faire. Et ça va me permettre d'avoir plus d'options. Donc, c'est un outil, en fait, hein, parce que ça me permet d'avoir plus d'options. Ça me permet d'avoir des idées qui vont aussi être titillées par la machine. Donc, c'est comme ça qu'on peut l'utiliser. On peut l'utiliser de bien d'autres manières quand on parle plutôt des interfaces, des intelligences artificielles génératives textuelles. Là, on va pouvoir les utiliser autrement. Par exemple, pour corriger des textes, pour traduire des textes, des choses comme ça. Donc, je crée moi-même quelque chose, j'écris quelque chose, je veux le traduire en anglais. Ça va me le traduire très bien en anglais. C'est facile parce que c'est de la complétion, finalement. Parce que traduire en anglais, c'est pas autre chose que compléter par rapport à ce qui existe déjà dans l'humanité. Effectivement. Paul, est-ce que tu n'aurais pas une autre question sur les IA générales? C'est vrai qu'il y a un terme qui est en train en tout cas, de débarquer un peu dans notre quotidien, celui de l'intelligence artificielle générale. On a du mal à y associer une image, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que c'est concrètement, techniquement et dans la vie de tous les jours? Alors en anglais, on appelle ça AGI, Artificial General Intelligence. Ça n'existera jamais. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est cette intelligence qui nous maturerait. D'accord ? Donc, elle n'arrive pas dans la vie de tous les jours. Hein. Il y a quelques personnes qui disent qu'elle arrive. Elon Musk est l'un d'entre eux. Donc, vous pourrez aussi lui demander comment ça va arriver. Parce que lui, il nous dit de toute façon que depuis 2014, la voiture autonome niveau 5 existe. Donc, on l'attend toujours. Hein, elle n'existe pas. Donc, vous lui demanderez et vous verrez ce qu'il vous répondra. Mais bon, l'intelligence artificielle générale, elle n'existera pas. Par contre, comme on a dit, on a les génératives, on a les statistiques, on a les logiques, on en a plein d'intelligence artificielle qui font de plus en plus de trucs qui sont dans leur domaine spécialisé absolument extraordinaires, qui sont très intéressantes à utiliser, qui sont très puissantes, qui sont meilleures que nous, par définition même de l'outil, mais qui aussi, du coup, sont dangereuses. Parce que je peux l'utiliser à bon escient. Je plante le clou avec le marteau à bon escient, tout va bien. J'utilise le marteau pour taper sur la tête, c'est pas bien. D'accord ? Donc il faut comprendre ces IA, quelles qu'elles soient, il faut les comprendre, il faut comprendre comment les utiliser, d'où potentiellement en régulation, d'où aussi vraiment s'éduquer sur ces IA. D'accord ? Donc l'IA générale n'existe pas aujourd'hui. Je pense qu'elle n'existera jamais avec les outils mathématiques. Mais les IA sont nombreuses et elles sont excessivement puissantes, très très fortes et très très potentiellement dangereuses si on ne les utilise pas bien. Comment on fait pour que ce danger soit mesuré? Alors le danger, on le mesure par l'application. Hein, Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus... Il serait stupide et dangereux aussi d'ailleurs de réguler avant de comprendre ce que c'est. D'accord ? Donc, par exemple, là, le conseil qu'on pourrait donner à ceux qui travaillent sur la régulation des IA à Bruxelles aujourd'hui, hein, avec ce fameux AI Act, c'est ne régulons pas avant de savoir ce que ça va faire. Aller réguler des applications, ça a du sens. Mais les applications, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est en train de les essayer, on est en train de faire quelque chose. D'accord ? Donc, je pense que au niveau de l'application, il faudra les réguler. Quand on va comprendre que justement taper sur la tête avec le marteau, c'est pas bien, d'accord ? On régule, on dit c'est pas bien. Maintenant, il y aura toujours quelqu'un qui tapera sur la tête avec le marteau. Donc, quelle que soit de façon la régulation, on pourra toujours passer autour. Ça, c'est comme ça. L'humain est très créatif pour faire en sorte de ne pas appliquer. Mais bon, on saura qu'on pourra au moins aller dire c'est pas bien. Okay ? Est-ce qu'il y a des conséquences justement de ces modèles d'intelligence artificielle générative comme ChatGPT qui t'inquiètent particulièrement aujourd'hui ? Il y a des applications qui sont potentiellement inquiétantes, comme par exemple utiliser ces IA génératives, alors que ce soit Midjourney pour les images ou pour les vidéos, pour créer des deepfakes, ce qu'on appelle les deepfakes, c'est-à-dire créer des situations qui n'ont pas existé et mettre dans des positions inconfortables des gens. Hein, par exemple, là, il y en a des rigolotes. On a vu le pape avec une doudoune. Bon, ça c'est rigolo, d'accord. On imaginait très bien que c'était pas vrai, mais ça avait l'air quand même très réaliste. Ouais. Donc ça c'est dangereux comme application parce qu'on peut faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Ça peut être aussi créatif. Donc il y a une balance qui va être compliquée ici pour la régulation. Mais aussi pour maintenant les interfaces artificielles, les intelligences artificielles génératives comme ChatGPT, quand c'est textuel, c'est aussi très très dangereux parce que la portée du verbe est importante. Et donc du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je peux créer des fake news là, d'accord ? Et donc
bah, c'est dangereux. Est-ce que je dois pour autant interdire l'utilisation de ChatGPT? Non. Donc, il va falloir comprendre, encore une fois, l'application, exactement comprendre dans quel contexte c'est pas bien ou c'est bien, et donc décider ensemble, collectivement, une fois qu'on est éduqué. Le problème essentiel de tous ces machins-là, et donc le problème de chat dont on parlait tout à l'heure, le fait qu'on ait donné ça en pâture à tout le monde tout de suite, c'est qu'on n'avait pas expliqué quelles étaient les conséquences potentielles de ces choses-là. Donc il va falloir s'éduquer un peu plus avant de les utiliser correctement. Et à ce sujet-là, est-ce que tu as des pistes sur la manière d'éduquer monsieur tout le monde à ces outils? Alors monsieur ou madame tout le monde, on peut les éduquer, on va commencer à l'école. Alors déjà, j'entends par exemple, il faut interdire ChatGPT à l'école. Ça serait une bêtise absolue. Parce qu'évidemment, cet outil, de toute façon, il ne va pas disparaître. On pourra toujours l'utiliser. D'accord ? Donc, il ne faut certainement pas l'interdire. Par contre, il faut l'apprendre. Il faut s'éduquer sur l'outil. Et donc, en particulier ici, j'imagine, hein, je suis un prof, d'accord ? Et puis, j'ai une classe de 30 élèves devant moi. Et bon, je sais qu'ils vont commencer à utiliser. Comment je vais les éduquer? Comment je vais leur apprendre à utiliser l'outil? Il y a des méthodes, des trucs un peu simples à faire, en fait, qui seraient assez rigolos. Je vais dire, écoutez les gars, on va l'utiliser ensemble. Et ensemble, là, on va demander à ChatGPT de générer un texte sur la vie de Victor Hugo. D'accord? Donc je leur dis ça, on demande à ChatGPT, génère-moi le texte de la vie de Victor Hugo. Et puis je leur dis, regardez, maintenant que le texte a été généré en quelques secondes, donc vous voyez, c'est un truc qui est quand même puissant, mais lisons-le, regardons-le d'une manière critique. Et on va lire le texte et on va s'apercevoir qu'il y a quelques petites erreurs dedans. Donc on va voir que bon, il est né au mois de mai au lieu d'être né au mois de janvier ou des choses comme ça. Donc on va repérer des erreurs factuelles. Donc déjà là, ça va pédagogiquement être intéressant parce qu'on va comprendre que l'outil n'est pas forcément fiable. Donc c'est intéressant, juste ça, de comprendre que finalement, moi, après, si je veux l'utiliser tout seul, peut-être qu'il va falloir que je fasse attention, il va falloir que je sois un peu plus critique. Et en plus de ça, je vais avoir une deuxième lecture après ça. Alors maintenant, on a trouvé toutes les erreurs factuelles. Trouvons les hallucinations. Parce que c'est encore autre chose, d'accord ? Où là, il a inventé carrément quelque chose. Il m'a dit que Victor Hugo avait écrit Notre-Dame de La Rochelle, d'accord ? Et bon, voilà. Alors, et là, on voit, c'est pas forcément des erreurs factuelles cette fois-ci, mais c'est des hallucinations où il a inventé des trucs. Et ça va être important aussi. Et donc, en faisant cette démarche, par exemple pour un professeur, ça permet non seulement au professeur de démystifier l'outil et lui-même aussi de comprendre comment il ne marche pas bien. Et puis ça permet aux enfants, aux élèves de se dire finalement il faut que je fasse attention. Il ne faut pas que je me jette pieds et poings liés dans l'utilisation de cet outil parce que ça peut quand même me coûter cher finalement parce que ça peut raconter n'importe quoi. On reviendra sur les hallucinations juste après, mais qu'est-ce qui s'est passé là dans les 6 derniers mois pour que en début 2023, on ne parlait pas d'IA ou quasiment pas. Et aujourd'hui, justement, à Vivatech, on voit le mot IA de partout. Tout le monde en parle. C'est devenu le sujet préféré au Café du Commerce. Qu'est-ce qui se passe ? Justement, c'est chat qui se passe. C'est-à-dire qu'on a donné la possibilité à n'importe qui de pouvoir utiliser ces intelligences artificielles sans avoir aucune éducation. C'est-à-dire juste en cherchant à écrire un prompt, le prompt étant le texte qu'on rentre pour parler à ces IA. Donc c'est ça, la révolution, elle est là. Elle est dans le fait qu'on a donné accès. Elle est dans l'interface utilisateur. Elle n'est pas dans la technologie elle-même. Et le jour où cette interface, c'est la voix et que c'est l'équivalent de Siri qui est aussi puissant que ChatGPT, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe ce qui se passe aujourd'hui. En fait, franchement, il y a des plugins aujourd'hui de ChatGPT qui sont des plugins vocaux. Aujourd'hui, je peux parler. C'est devenu une interface conversationnelle. Ça ne veut pas dire qu'il est bon en retour. Hein. Ouais. Et comment, du coup, aujourd'hui, on peut faire pour lutter contre les hallucinations ? Comment on peut les détecter déjà et puis lutter contre ? Super difficile. C'est super difficile parce que justement, on ne sait pas exactement comment elles sont générées en fonction des bases de données qui sont immenses. Il faut comprendre qu'un ChatGPT, c'est 175 milliards de morceaux de données. 175 milliards de données, en gros, c'est tout Internet. D'accord ? Donc, c'est quand même gros. Un paquet. Ça fait un petit paquet. Et donc, du coup, ça va... Il faut comprendre pourquoi ces hallucinations arrivent. Elles arrivent parce que ChatGPT a un rôle, une fonction, c'est de vous donner une réponse, de toute façon. D'accord ? Alors bon, c'est en train de changer un tout petit peu parce que justement, on s'aperçoit, les créateurs, que ce soit OpenAI ou les différents créateurs de ces IA génératives, s'aperçoivent qu'il faut mettre un peu des carcans. Et donc maintenant, de plus en plus, ça va vous répondre « je sais pas ». Ouais.
que ça ne faisait pas tout à fait au début, d'accord? Parce que tout à fait au début, c'était son reward model, c'était de dire je te donne une réponse de toute façon, d'accord? Donc maintenant, il commence à dire je ne sais pas de temps en temps, ce qui est sain d'ailleurs, hein, parce que ça veut dire qu'il y a des choses qu'on commence à limiter. Mais en même temps, on limite. Donc, qui limite quoi? Ça, c'est un autre sujet auquel il va falloir faire attention. Mais bref, pour limiter dans ces hallucinations, il faudrait comprendre d'où viennent, quelles sont ces données, d'où elles viennent, etc. Et ça, évidemment, avec les 175 milliards de données, par exemple, on ne sait pas trop. Enfin, on sait d'où elles viennent, mais on ne sait pas. Enfin, c'est tout et n'importe quoi. Ouais. Et on sait, je pense que depuis un petit moment, que sur Internet, il n'y a pas que des trucs vrais. Hein, on s'en est aperçu. Et du coup, quand ça va générer quelque chose qui est un mismatch de plusieurs choses vraies et pas vraies, donc cette créativité peut-être là qui est dans la créativité dans le mensonge, c'est compliqué à savoir d'où ça vient. Donc les limiter, c'est super compliqué. Et tu le mentionnais, c'est des modèles donc, qui ont besoin d'une quantité de données qui est pharaonique. Et on le voyait donc avec OpenAI, le nombre d'utilisateurs est record pour la durée d'utilisation. Comment on va faire pour passer à l'échelle, imaginez avoir des centaines d'outils utilisés par des milliards de personnes dans le futur? Alors aujourd'hui, évidemment, c'est pas scalable du tout. Hein. C'est pas scalable. Ça, on peut pas mettre c'est pas possible de faire la mise à l'échelle de quelque chose comme ChatGPT. C'est-à-dire que si on disait, je veux avoir autant de requêtes ChatGPT que de requêtes Google aujourd'hui, ce n'est juste pas possible. On n'a pas assez d'énergie sur la planète pour le faire. D'accord ? On n'a pas assez de computers, d'ordinateurs pour le faire. Donc c'est pas possible. Donc ce qui va se passer, et on va s'en apercevoir, parce que la réalité aujourd'hui, on est en haut de la courbe de Gardner, là où on n'est pas loin certainement en haut de la courbe de Gardner du hype, d'accord? Ça va redescendre d'un seul coup, et puis après ça va remonter avec des utilisations spécifiques, comme je disais tout à l'heure, sur des applications. Et donc du coup, certainement ce qui va se passer, c'est que sur ces applications spécifiques, il y aura besoin de beaucoup moins de données. Hein, c'est-à-dire que chacune va être très très spécialisée, mais on va avoir besoin de moins de données. Certainement en fait que les LLM elles-mêmes, ou les LLM qu'on connaît aujourd'hui, vont pas exactement être les LLM de demain. Ça veut dire que la technologie elle-même va un peu changer pour utiliser aussi moins de données, parce que c'est pas viable d'utiliser autant de données de toute façon, et aussi pour, entre guillemets, contrôler ces données. Alors il faut faire super attention à ce que je viens de dire quand on dit contrôler les données, parce que ça veut dire qu'à partir du moment où je veux essayer de retirer des biais, si je rentre mon propre biais, ça peut être embêtant aussi. Donc on verra bien comment ça se passe. Il y a deux choses, je pense, qui vont évoluer. Donc le nombre de données qui vont diminuer pour créer des choses qui sont à peu près similaires, et aussi la façon dont on choisit ces données, entre guillemets, encore une fois. Au niveau international, on le voit bien, il y a aussi des dissonances, comme tu mentionnais tout à l'heure, avec l'interdiction par exemple de ChatGPT dans certains pays. Est-ce que tu penses qu'il y a besoin de trouver un consensus à ce niveau-là international pour encadrer, vulgariser la bonne manière? Ça va être très, très compliqué, parce que s'il faut dire aux Chinois, aux Américains, aux Européens de se mettre d'accord sur une législation, sur une régulation, sur l'IA, ça va être compliqué. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Et on a des exemples précédents. Alors, des exemples un peu compliqués à exactement matcher avec l'IA, mais qu'on peut essayer de comprendre. Et je vais prendre l'exemple de l'atome. On donne cet exemple de temps en temps, parce qu'on dit que l'IA est très dangereuse, elle est aussi dangereuse que la bombe atomique. C'est une image, mais quelque part, c'est vrai. Et ça peut être très très dangereux, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais un point avant de faire le suivant, on décide. C'est-à-dire que ce n'est pas l'IA elle-même qui est dangereuse. Hein. Encore une fois, c'est nous, le marteau, on a le manche dans la main. Hein, okay. Donc ça, c'est le point quand même important. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a la capacité d'aller discuter si on a envie. Et donc pour faire le parallèle avec l'atome, encore une fois, en 1903, Marie Curie s'amuse à faire des trucs, là, elle commence à avoir des trucs rigolos. Bon, elle meurt parce que c'est quand même dangereux. Et en 1960, on a failli faire péter le monde. Alors qui ça? L'URSS vs les États-Unis. Et là, on se dit, les gars, ça commence à être un peu compliqué, il faut se calmer un tout petit peu, d'où des négociations qui commencent à intervenir entre ces deux pays. Et années 70, années 80, c'est les accords SALT sur le nucléaire qui sont plus ou moins respectés. Hein. Est-ce que la Russie a fait exactement le même nombre de trucs qu'il fallait et tout ça? On n'en sait rien, mais ce qu'il y a quand même, il y a eu des discussions, il y a eu des accords qui ont diminué le nombre de têtes nucléaires qu'on avait dans le monde. Et donc, du coup, ça a calmé un tout petit peu la tension qu'il y avait dans les années 60. Tu parlais justement du fait que chaque IA générale doit avoir des applications très concrètes. Aujourd'hui, toi, tu t'occupes de ce sujet-ci chez Renault. Comment Renault utilise l'intelligence artificielle et à quoi ça va ressembler?
Alors l'intelligence artificielle en général, Renault va l'utiliser un peu partout, hein. C'est-à-dire qu'on a les opportunités quand on fabrique des voitures de les designer, Ouais. de les fabriquer, d'avoir l'objet lui-même et puis après de les recycler potentiellement. L'IA peut être absolument partout là. D'accord, pas forcément les IA génératives dont je parle, mais les IA génératives peuvent être très intéressantes dans le design par exemple. Mhm. D'accord, moi designer, j'ai une idée, je peux commencer à exprimer cette idée et puis voir ce que l'IA générative va pouvoir générer et puis itérer là-dessus et donc designer finalement un nouveau type d'aérodynamisme ou je ne sais quoi. D'accord, donc très intéressant dans le domaine du design. Après, si je continue dans le cycle d'une voiture, il y a dans les usines. Dans les usines, l'IA est partout en fait. Enfin, Ouais. vous pourrez être partout. Par exemple, pour faire de la maintenance prédictive. Parce que j'ai plein de robots. On a des robots depuis les années 60 chez Renault. Ils crachent beaucoup de données. Les robots aussi, ils sont relativement fiables, mais des fois, ils tombent en panne. Eh ben, statistiquement, on est capable de savoir que ce robot-là, il va tomber en panne le 18 janvier. Et donc, ça me permet le 1er janvier d'aller diriger mes ouvriers sur une autre chaîne et de faire en sorte qu'ils ne soient pas en chômage technique parce que le truc est tombé en panne. Et je prends le temps de réparer le truc avant qu'il tombe en panne. Donc ça, c'est le genre de truc où les intelligences artificielles sont très très fortes. C'est des statistiques. Hein. On regarde l'historique et on prévoit le futur. Alors bon, c'est pas très compliqué en fait parce que c'est vraiment des trucs assez cycliques. Donc là, c'est très intéressant, c'est très très concret et pour du productivité, ça donne beaucoup de bons résultats. On continue dans le voyage après la fabrication de la voiture, il y a la voiture elle-même. Et là, il peut y avoir des intelligences artificielles à peu près partout. Alors à l'extérieur de la voiture déjà, hein, dans tout ce qui va être perception du monde de la voiture, comprendre qu'il y a mémé qui est en train de traverser la route avec des caméras, comprendre qu'il va pleuvoir, comprendre que plein de choses comme ça qui peuvent être donc des trucs de perception qui fait qu'on va adapter la voiture et la voiture doit devenir un objet beaucoup plus sécurisé parce qu'on va utiliser ces intelligences artificielles. D'accord, donc ce qu'on appelle aujourd'hui les ADAS, les aides à la conduite aussi, qui utilisent beaucoup d'intelligence artificielle. Donc ça existe aujourd'hui, il y en aura de plus en plus. De là à avoir la voiture autonome que va vous promettre Musk encore une fois tout à l'heure, ça va être long. Ça n'arrivera jamais d'ailleurs. Mais bon, ça c'est un autre problème. Pourquoi ça arrivera jamais? Je te En dirai un mot. après. Ok. Et donc je continue mon chemin là, dans la voiture. Maintenant on va passer dans la voiture justement. On n'est plus à l'extérieur, on est dans la voiture. Dans la voiture va devenir de plus en plus autonome, mais pas complètement autonome. Et donc quand elle sera de temps en temps en autonomie où tu vas avoir rien à faire dans la voiture, il faut que ta voiture se transforme en ton bureau, en ton salon pour pouvoir regarder des films. Et donc encore une fois là, il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui peut être utilisée pour te comprendre, pour savoir quelles sont les choses que tu es en train de faire et pour s'adapter à tes besoins. Donc on peut imaginer aussi ces assistants dont on parlait tout à l'heure qui vont être très très intéressants à l'intérieur de la voiture aussi pour optimiser ton chemin et pour comprendre mieux ta voiture, etc. On parlait des IA génératives aussi à l'intérieur de la bagnole. Les IA génératives peuvent être très intéressantes pour le manuel utilisateur par exemple. D'accord, ça va me sortir les trucs de la façon dont je comprends, ça va générer le texte de la manière que je comprends parce que moi je comprends pas de la même façon que mon voisin. Okay, donc des choses intéressantes comme ça. Et maintenant on va passer à la fin de la vie de la voiture où il faut que je la recycle. Les intelligences artificielles, encore une fois, ici peuvent m'aider à aller trier les trucs au bon endroit et faire plein de choses. Donc en fait, on peut les utiliser absolument partout et dans toutes les fonctions support aussi dans l'automobile. Donc les trucs qu'on voit pas, hein, mais le RH, les gens qui font les plannings, les machins. Alors, on peut utiliser absolument partout. Donc, dans l'industrie automobile, comme dans toutes les industries, on va trouver les outils, parce qu'encore une fois, ce ne sont que des outils très pertinents pour chacune de ces tâches spécifiques. Et on va les créer, et elles seront meilleures que nous. Et elles vont nous permettre de faire mieux notre boulot, parce que ça va mettre en évidence les choses qui sont purement humaines, qui vont être, absolument... on va les porter au nu, parce qu'on va s'apercevoir qu'on est en fait très bon. On risque pas de détruire énormément d'emplois en faisant ça? D'où, en fait, non, parce que il va y avoir des tâches qui sont détruites, d'accord. Donc dans chacun des métiers, il y a plein de tâches, d'accord. Et ce que j'étais en train de dire ici, c'est que les tâches pour lesquelles on va mettre des intelligences artificielles, évidemment, on ne va plus les faire, d'accord. Mais il va falloir l'outil. Il va falloir s'éduquer sur l'outil. Donc on va rajouter des tâches qui sont les tâches d'utilisation de l'outil. Donc déjà, alors par définition, parce que c'est un outil,
Ces tâches vont permettre de passer moins longtemps sur la tâche qu'on est en train de remplacer par l'outil, mais il va quand même falloir utiliser l'outil. Donc, il y a des tâches qui vont être rajoutées, il y a des tâches qui vont être enlevées, mais les tâches qui ne vont pas être enlevées, ça va être des tâches qui vont en fait exacerber notre humanité. Et donc ça va être là où on va voir qu'on a une valeur qui est encore plus respectée et encore plus incroyable, parce que ces tâches-là, on ne peut effectivement pas les changer, on ne peut pas les remplacer. D'accord ? Alors ça ne veut pas dire que ça va être facile pour tout le monde, d'accord ? Mais ça veut dire surtout qu'il va falloir anticiper un tout petit peu. On peut demander d'ailleurs aux intelligences artificielles de nous aider à anticiper. Donc les HR, les RH, par exemple, vont pouvoir nous aider à nous former sur non seulement les outils qu'on va devoir utiliser, mais aussi pour comprendre quelles sont les nouvelles tâches qu'on va vouloir exacerber pour pouvoir montrer qu'on est très très fort dans ces choses particulières. Mais donc ça a complètement bouleversé le monde du travail. Est-ce que ça ne serait pas pertinent d'avoir un head-of dans les compagnies qui est en charge de l'intelligence artificielle et qui fait en sorte que ça se déploie dans toute l'organisation de la meilleure des manières possibles pour rester compétitif sur un marché ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais étant donné que dans chacune des organisations dans une entreprise, c'est quand même des tâches très très particulières, je pense que c'est bien d'avoir des gens qui sont spécialistes de chacune de ces choses-là. C'est très compliqué d'avoir quelqu'un qui va pouvoir voir tout en haut et décider de tout dans chacune de ces spécialités. Donc, il pourrait donner de l'info, éduquer, permettre de comprendre comment ça peut se mettre en œuvre. Et ça, je pense que c'est le rôle de RH qui va dire, écoutez, voilà ce que je vois qui va arriver, d'accord ? Et il va falloir effectivement s'éduquer. Il va falloir ce qu'on appelle le reskilling, ça existe déjà depuis longtemps dans les entreprises, mais il va falloir faire de plus en plus afin d'être sûr qu'on va pouvoir être compétent dans les domaines dans lesquels ces outils vont nous amener. Et à ce sujet-là, en tout cas au sujet de tout ce que vous faites chez Renault, je crois qu'il y a quelqu'un qui voulait te poser une question. C'est Anne qui est avec nous, donc qui est AI Project Leader chez Renault et notamment la maman de l'avatar Renault, présent dans les futurs modèles. Et voilà, Anne, il me semble que tu avais une petite question pour Luc. Ça fait 2 ans maintenant que tu es chez Renault et tu as poussé un certain nombre d'innovations. Donc je voulais savoir laquelle innovation tu es la plus fière d'avoir poussée chez Renault depuis que tu as rejoint ? C'est difficile de dire laquelle. Il y en a quelques-unes dont je suis très fier. Je suis très fier de l'Avatar. Effectivement, on a fait quelque chose qui va sortir dès l'année prochaine, dès 2024. Ça va être dans les voitures de série. On le montre ici sur le salon. On montre une autre instance de l'Avatar dans le concept car qu'on a amené. Donc l'Avatar est quelque chose d'intéressant parce que c'est, quand je parlais tout à l'heure des intelligences artificielles qui vont vous aider à l'intérieur du véhicule, l'Avatar va être effectivement cet assistant qui va vous permettre de comprendre les voitures électriques, parce que les voitures électriques arrivent et c'est différent des voitures thermiques. Donc du coup, comprendre qu'il faut charger plus ou moins quand il fait froid, quand il fait chaud, c'est quand même intéressant. Donc, comprendre l'autonomie du véhicule, comprendre quel est mon meilleur chemin en fonction de ce qui se passe dans ma vie, c'est des choses intéressantes. Donc l'Avatar est définitivement un des projets que j'aime bien. Un autre projet que j'aime bien, qu'on montre aussi ici au salon, qu'on a dévoilé il y a quelques mois, c'est une borne de recharge intelligente. Alors je mets intelligente avec des guillemets, qui nous permet de faire de la bidirectionnalité entre la voiture et la maison. Et donc ici en France, vous avez les heures creuses et les heures pleines d'électricité. Avec ce type de chargeur, de borne de recharge, vous êtes en gros toujours en heure creuse, parce que la voiture devient la batterie et va faire en quelque sorte le complément. Et si toutefois il y a des coupures d'électricité, ce qui peut arriver vers là où on va maintenant, parce que c'est compliqué avec les centrales nucléaires, etc. Donc s'il y a une coupure d'électricité, en fait il n'y a pas de coupure d'électricité parce que votre borne de recharge elle est là pour faire en sorte que votre voiture devienne votre batterie. Et puis si vous faites une machine pendant une heure pleine, mais en fait vous prenez l'énergie dans la voiture et comme ça vous êtes en fait en heure creuse. Donc en fait on a calculé que pour un foyer normal, on va dire, type, c'est quand même des économies substantielles parce que par an ça peut faire 300 € jusqu'à 300 € d'économie. Donc c'est intéressant et c'est le genre de technologie que j'aime bien parce que je dis toujours que je fais de la technologie pour les vrais gens. Donc ces deux exemples-là, pour moi, sont emblématiques. Ce petit assistant, ce petit Gemini Cricket là, qui est sur votre épaule en permanence, qui vous aide à naviguer ces mondes technologiques qui sont peut-être pas évidents. Donc ça, c'est effectivement ce que j'aime bien. Et puis la borne de recharge, c'est définitivement utile pour les vrais gens qui peuvent des fois avoir des difficultés à joindre les deux bouts. Anne, est-ce que tu aurais une autre question ? Est-ce que cette réponse te convient ?
Alors cette réponse me convient très bien. Je suis très fière que tu sois contente de l'avatar. Et la deuxième question, tu as travaillé beaucoup en France et aux US avec des différences culturelles, d'approche, de moyens. Dans les deux, tu innoves. Comment tu arrives finalement à gérer justement ces différences et à toujours innover malgré finalement ces différences? Oui, alors bon, évidemment, il y a beaucoup de différences entre les US et la France, hein, différentes approches dont on peut parler, mais en fait, au niveau de l'innovation, au niveau des projets, c'est la même chose, c'est juste une motivation des équipes. C'est-à-dire que ensemble, on définit une vision. Et on s'excite, alors c'est pas vraiment le bon mot en français, mais on va tous ensemble vers cette vision et on se débrouille pour avoir cette niaque. Je compare ça un peu à un match de rugby, hein. C'est-à-dire qu'on est tous ensemble et puis on y va, quoi. Et voilà, donc pour ça, c'est pour les équipes elles-mêmes, parce qu'à la fin, c'est les équipes, c'est nous qui faisons les trucs, hein. Donc ça c'est intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a des différences et il y a un truc qui me gêne. Évidemment, moi, j'avais jamais travaillé en France avant de venir chez Renault il y a 2 ans. Et le truc qui me gêne un tout petit peu en France, c'est qu'on n'a pas la culture de l'échec. Alors bon, vous allez me dire, c'est plutôt bien parce qu'on veut plutôt réussir, mais en fait, c'est pas bien. Il faut pas avoir peur de l'échec. L'échec fait partie de l'éducation. Et de temps en temps, quand on échoue, on apprend. Souvent, quand on échoue, on apprend. Et donc, du coup, ici, on veut tellement être parfait tout le temps qu'on n'ose pas. On n'ose pas des fois faire les choses juste parce qu'on a peur d'échouer. Et donc ça, c'est un peu dommage. Et ça nous coûte, en fait, je pense que ça nous coûte de ne pas pousser des choses comme on peut les pousser dans la Silicon Valley, par exemple. Merci beaucoup, Anne, pour cette question. Paul, est-ce que tu avais une question? Ouais, peut-être pour se tourner un petit peu vers le futur maintenant. Tu le mentionnais tout à l'heure, donc le modèle... Demandez à Elon, hein, encore une fois. Ouais. Moi, le futur, je ne fais pas de science-fiction, même. Tu le mentionnais tout à l'heure, le modèle de chat a donc redonné un élan, en tout cas un nouvel élan à cette industrie de l'intelligence artificielle. C'est quoi, dans les 2-3 prochaines années, les gros enjeux techniques à surpasser pour aller plus loin? Et est-ce que tu penses qu'on va vraiment assister à un boom ou est-ce qu'on peut revenir à un plateau où on va devoir à nouveau trouver des nouveaux verrous à faire sauter? Comme on disait tout à l'heure avec la courbe de Gardner, là, il y aura des rebonds, hein. C'est-à-dire qu'on va redescendre en flamme, certainement, parce qu'il va y avoir beaucoup de problèmes avec les IA génératives aussi, des problèmes de pertinence, parce qu'on va s'apercevoir quand même que des fois, c'est pas très très bon. Et ça va dépendre en fait de comment on va... dans quelle direction on va aller, si on régule ou si on régule pas. Si on régule pas, ça va être très très compliqué pour les IA génératives parce qu'elles vont se nourrir de leurs propres erreurs. Donc du coup, elles vont être de moins en moins pertinentes et elles vont mourir de leur belle mort. Donc en fait, ça serait bien de les réguler parce que il va falloir marquer au fer rouge globalement les choses qui sont générées par ces IA et potentiellement ne pas les utiliser pour les prochains modèles. Donc du coup, là, elles peuvent éventuellement devenir de plus en plus pertinentes. Mais bon, ceci dit, elles vont quand même descendre en flèche à cause de la pertinence et aussi à cause du fait qu'on ne sait pas exactement quelles sont les données et si ces données ne sont pas un peu copyrightées. Ce qu'elles sont certainement, hein. On sait que OpenAI a utilisé des vidéos YouTube, on sait que OpenAI a utilisé beaucoup d'images ou de textes copyrightés. Bon, et évidemment, ça va poser des problèmes. Donc, bon, ça va descendre, mais ça va rebondir. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y aura des IA génératives qui vont être très intéressantes dans des domaines très particuliers. Mais maintenant, pour voir un peu plus loin, pour savoir ce qui va se passer, il y a une considération dont on n'a pas parlé aujourd'hui, c'est la considération énergétique de ces IA. Aujourd'hui, une IA générative telle que OpenAI, avec 175 milliards de paramètres, c'est pas viable. On a parlé de la non-viabilité sur le nombre de machines qui sont disponibles, mais c'est aussi pas viable dans la façon, dans le coût. Alors il y a le coût en dollars, hein, c'est à peu près quelques millions de dollars pour créer un modèle d'IA générative aujourd'hui, mais il y a le coût aussi en énergie. Ces data, il faut les récupérer, il faut les mettre dans des data centers, il faut des data centers les refroidir, enfin énormément d'énergie est utilisée et après ça, il faut faire le modèle lui-même, donc balancer des GPU, des GPU sur ces données, ça coûte excessivement cher et c'est des heures et des heures et des heures de GPU qui coûtent très cher aussi en énergie. Donc en gros, ce sont des aberrations énergétiques, c'est la façon dont on fait aujourd'hui ces modèles. Donc l'évolution, ça va être de faire attention.
Et donc, comment faire attention? Évidemment, on réfléchit aux prochaines générations de modèles qu'on peut faire. Je parlais tout à l'heure de modèles plus petits, donc ça va être parce qu'on va les limiter à certains domaines, mais on peut aussi faire des domaines plus petits dans le sens où on va faire ce qui s'appelle du federated learning. Federated learning, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on va apprendre à divers endroits, pas forcément un endroit qui est centralisé. Et donc cette décentralisation permet de faire des choses beaucoup plus petites et beaucoup plus énergie efficientes. Et après, on va les réunir, parce que c'est du federated learning, donc on va les fédérer une fois qu'elles ont appris on the edge, comme on dit, donc sur les côtés. Et donc, il y a certainement des choses très intéressantes. Alors, est-ce que ça va être aussi efficace, aussi bon et tout ça? On n'en sait rien. D'accord, on est en train de c'est toujours du domaine de la recherche, mais c'est certainement définitivement intéressant. De toute façon, à terme, la vérité, c'est qu'il faudra arriver à quelque chose qui est plus de l'ordre du small data, d'accord, et qui fait en sorte que on utilise beaucoup moins de ces ressources. En fait, l'ultime chose sur laquelle on devrait arriver, c'est nous. C'est le biomimétisme. C'est-à-dire qu'on se rend compte que nous, on est hyper efficace, d'accord, et la nature est hyper efficace. Tout ce qui a survécu est super efficace, parce qu'on n'a pas le choix, d'accord. Et donc, quand on regarde le biomimétisme, c'est excessivement intéressant. Alors, il y a nous, oui, on a beaucoup moins de data que ChatGPT, on a beaucoup moins de processeurs que le reste, on utilise beaucoup moins d'énergie. Quand on regarde, par exemple, l'ordinateur qui a battu le champion du monde de Go, il utilisait 440 kilowatts. 440 kW, c'est beaucoup de watts juste pour jouer au Go, quand on sait que nous, notre cerveau, c'est 20 watts. Ouais. Donc, on a des disproportions comme ça qui sont embêtantes. Donc, biomimétisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire, essayons d'imiter nous. Et il y a une partie que moi j'aime bien, c'est notre ADN. On commence à comprendre, ça fait 20 ans maintenant qu'on comprend comment marche à peu près l'ADN, mais utiliser l'ADN à des fins de stockage, par exemple, c'est excessivement intéressant parce que notre ADN stocke énormément de données, par contre, pas seulement dans le cerveau. Et il y a une petite boîte en France, ici, à Pierre et Marie Curie, à l'Université de la Sorbonne, qui a fait, par exemple... qui a montré qu'on pouvait mettre dans un dé à coudre d'ADN synthétique, on peut mettre toute la bibliothèque de France. C'est quand même assez extraordinaire. Et une extrapolation de ça, un groupe du CNRS a montré que dans une boîte à chaussures d'ADN, on peut coder toutes les datas du monde entier dans une boîte à chaussures. Donc ça veut dire quoi ça? Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que cet ADN-là, une fois que l'information est stockée dedans, il y a besoin de zéro énergie pour la garder. Alors qu'aujourd'hui, les disques sur lesquels on stocke les données, on a besoin de les alimenter en permanence. Et c'est une des parties dans les data centers qui coûte énormément d'énergie. Donc, si je reprends cette histoire d'ADN et que je pouvais un jour aller stocker toutes les données du monde dans une boîte à chaussures, sans qu'il y ait d'énergie pour les garder, ça devient pas mal. Alors vous allez me dire, pourquoi on ne le fait pas? Bon, alors il y a des petits problèmes aujourd'hui, c'est qu'effectivement on peut stocker, effectivement on peut garder ces trucs-là sans énergie, mais aujourd'hui pour lire et écrire les données par exemple, là ça dure un peu plus de temps parce qu'il faut pour chacun des accès, il faut quelques secondes. Et aujourd'hui évidemment dans les disques qui sont dans les data centers, on parle de millisecondes. Ouais. Donc, mais cette histoire de biomimétisme est intéressante et on peut donner plein d'exemples comme ça. Un des problèmes des data centers, c'est que beaucoup d'énergie est utilisée pour le refroidissement de ces data centers. Et en fait, juste parce que les machines sont les unes à côté des autres et s'échauffent elles-mêmes, ce qui est ridicule. Je veux dire, c'est complètement idiot. L'énergie, on l'utilise pour refroidir au lieu de l'utiliser pour faire du compute ou pour faire du stockage. Ça semble idiot. Et pourquoi ne pas utiliser, comme data center, les termitières? Les termitières, elles ont, encore une fois, elles sont très, très moches, mais elles ont une capacité extraordinaire, c'est que quelle que soit la température extérieure, à l'intérieur, c'est toujours la même température. Et pourquoi? Parce que c'est des circulations d'air, des choses qui sont que le monde bio nous a appris dans les siècles qui viennent de s'écouler. Merci beaucoup pour cette réponse, elle est extrêmement intéressante. Tu nous parles de biomimétisme. Est-ce que ne serait-ce un modèle de LLM, c'est pas du biomimétisme sur notre cerveau où on regarde les connexions neuronales et on essaie de les reproduire pour faire de l'IA? Justement non. Parce que cette IA statistique qu'on avait inventée en 1956, qui est basée donc sur un neurone, ce n'était pas en fait un neurone. Et donc, le fait qu'il faille 175 milliards de données pour pouvoir répondre à des questions relativement simples, ça ne va pas, c'est pas nous, justement. D'accord? Donc, il y a une différence entre les données et la machine. La machine est certainement beaucoup plus compliquée chez nous que les données qu'on a stockées.
D'accord ? Donc, je ne pense pas que ce soit la même chose. Je ne pense pas qu'on ait fait du biomimétisme quand on fait du LLM. Parce que le LLM, en fait, c'est essentiellement des données. C'est que des données, en fait. Ok. Très très intéressant. Tout à l'heure, tu nous parlais un peu de l'impact que pouvait avoir l'IA dans notre quotidien. Quelle place tu penses que ça peut prendre dans l'éducation et dans la santé ? Alors, des places importantes, on parlait tout à l'heure de l'exemple que je voudrais que tous les profs utilisent pour pouvoir utiliser les LLM et pour comprendre quelles sont leurs limites. Donc, dans l'éducation elle-même, il y a effectivement des trucs extraordinaires pour utiliser ces outils-là. Hein. On parlait de la traduction aussi tout à l'heure. Je veux dire, avoir à ma disposition des choses qui vont être traduites et donc imaginer que je peux faire un séminaire dans n'importe quelle langue live et que tout le monde puisse l'avoir dans sa langue. C'est des trucs intéressants. Donc il y a des applications qui vont être très très intéressantes pour diffuser l'information, pour diffuser l'éducation, pour éduquer les gens. On va pouvoir utiliser ça. On va pouvoir certainement faire des exemples d'expériences avec ces LLM aussi qu'on va pouvoir faire en simulé mais en vrai. Enfin ça va être assez rigolo. Dans l'éducation, ça semble un peu évident. Dans la médecine, ce qui va être absolument extraordinaire, on parlait de l'ADN tout à l'heure quand on parlait de biomimétisme. Notre ADN, on commence à le comprendre depuis quelques temps, mais les IA, alors pas forcément génératives ici, mais les IA statistiques de base, vont nous permettre de comprendre encore mieux notre corps. Alors, on sait qu'aujourd'hui, on utilise pas mal d'IA dans l'analyse des images médicales, d'accord, pour trouver un cancer. Ça va trouver un cancer beaucoup mieux que n'importe quel humain, une taille et un état d'évolution spécifique qui va être mieux qu'un radiologue. Ça ne veut pas dire que le radiologue va être remplacé, hein. Ça va être juste que la tâche de chercher la tumeur va être effectivement remplacée, mais que c'est lui qui va après pouvoir analyser et savoir quel est le bon traitement, etc. etc. Bref, on est pas mal aujourd'hui dans les analyses médicales. Analyse donc d'images, analyse de tous les trucs qu'on essaie d'analyser, le sang, etc. Donc ça, on utilise beaucoup d'IA là-dedans, mais je pense qu'on va utiliser encore plus d'IA donc dans l'ADN pour pouvoir comprendre un peu mieux quels sont ces combinatoires, parce qu'il se trouve que les intelligences artificielles, c'est de la combinatoire, c'est des mathématiques, et donc ça va nous permettre de trouver beaucoup plus en amont des problèmes de combinatoires qui sont défectueuses et qui donnent potentiellement des cancers ou d'autres maladies. Donc très 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 intéressant dans la médecine aussi, et ça ouvre des chemins du possible absolument extraordinaires. Là, on a parlé de deux sujets, éducation et médecine. On pourrait parler de tous les sujets. Comment une entreprise aujourd'hui, elle peut mettre ça en place et mettre l'IA au cœur de son modèle, même si elle a 15 000 salariés, qu'elle est présente dans 3 pays en même temps, 4 pays voire plus. Comment on fait ? Mais comment on fait ? Ça dépend de l'entreprise, d'accord ? Et puis ça dépend de comment ils vont pouvoir s'approprier en fonction de la chose qu'ils font. Parce que l'innovation, c'est ça. C'est là où il va y avoir des entreprises qui vont prendre l'outil beaucoup plus en amont et beaucoup plus vite que d'autres, et c'est eux qui vont gagner, parce qu'ils vont avoir la possibilité d'utiliser l'outil. On a vu ça déjà, enfin on voit ça dans l'histoire en permanence, hein. Ceux qui faisaient les architectes qui s'amusaient à dessiner les plans avec leur papier et leur crayon jusqu'au jour où arrive AutoCAD. AutoCAD, ça a permis à ceux qui l'ont utilisé de développer les plans beaucoup plus vite, etc. etc. Donc l'appropriation de la technologie se fait par des gens à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur qui vont venir les aider, qui vont leur permettre d'avoir ce edge, comme on dit, cette avance dans le métier qu'ils font. Mais comme on peut l'appliquer absolument à tous les métiers, à toutes les tâches, ça va être aussi de l'innovation à l'intérieur pour que je puisse réfléchir à la tâche que je suis en train de faire et comment je peux utiliser l'IA au mieux ou une IA au mieux pour la tâche spécifique que je suis en train de spécifier. Et pour rebondir rapidement sur l'éducation et éviter toutes les dérives dont on parlait tout à l'heure sur l'utilisation par chacun, comment tu expliquerais à un enfant comment marche justement ChatGPT et comment surtout l'utiliser de la bonne manière ? L'utiliser de la bonne manière, c'est un peu, encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut l'utiliser par l'exemple. Ouais. Je crois que c'est la meilleure manière d'expliquer comment ça marche et comment il faut l'utiliser avec prudence. Pour expliquer en 2 mots, les LLM, il faut expliquer que c'est de la complétion. Et donc, tu rentres quelque chose, ça existe certainement quelque part déjà, sauf si tu es un génie. Et donc, ça retrouve ce qui a été fait par quelqu'un, et donc ça te donne la réponse qui a été donnée un jour par quelqu'un. D'accord.
Aujourd'hui, on parle de risque pour l'IA. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de manipulation de l'information? Aujourd'hui, OpenAI est leader sur le texte ou tout IA. Ils peuvent mettre ce qu'ils veulent dans les sources d'informations dans l'IA. Ils pourraient donc pousser des partis politiques, des points de vue philosophiques, sociologiques. Est-ce qu'aujourd'hui, ça, c'est pas un risque qui est hyper important? Et comment on peut limiter ça? Bah, c'est ce qu'on est tout à l'heure. Oui, c'est un risque hyper important, hein. Donc il faut faire super attention. C'est pour ça que la régulation doit arriver à un moment donné pour dire, bah, pour nous expliquer aussi. On doit s'éduquer. Je répète encore ça tout le temps, hein. Mais le risque est là, c'est évident. Et donc des grandes compagnies peuvent décider de choisir les données. Et donc en fonction du choix des données, c'est un peu ce qui s'est passé avec Analytica, avec Facebook dans les années 2016, hein, pour les élections présidentielles américaines. Donc il faut faire super attention. Et donc c'est là où les gens qui savent, ou le régulateur doivent avoir leur petit drapeau pour dire attention, d'accord. Et après, moi je pense que quelque part ça se nettoie tout seul si les gens ont envie de s'éduquer. S'ils n'ont pas envie de s'éduquer, ça peut donner un truc. Il y a un film qui s'appelle Idiocratie qui est sorti en 2003. Il est complètement idiot le film, hein, mais il est intéressant quand on le regarde parce qu'on s'aperçoit qu'on peut très bien créer une société d'idiots. Mais bon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est la sélection naturelle finalement. Ouais, mais ce qui est intéressant dans l'Idiocratie, quand on regarde un peu avec du recul, c'est qu'il y a toute la couche d'idiots, mais il y a une autre couche quelque part qui, eux, les manipulent, d'accord. Et eux, ils ne sont pas idiots. Et donc, cette manipulation, elle est possible. Et c'est ce que l'être humain fait très bien. Parce qu'à la fin, ceux qui utilisent les outils pour manipuler les idiots, c'est eux qui manipulent les outils. Merci beaucoup pour cette réponse. Est-ce qu'il y a un sujet sur l'IA et l'IA générale qu'on n'a pas abordé et que tu aimerais bien aborder pour conclure cet épisode? On a parlé vite fait de la voiture autonome tout à l'heure, hein, donc je vous ai dit que ça ne va pas exister, donc vous me croyez pas. Et justement, te laisser revenir là-dessus. Parce que ce brave Elon, il va vous expliquer encore une fois que ça existe, puisque c'est ce qu'il dit depuis maintenant 10 ans. Et donc, depuis 10 ans, c'est demain, hein, pour lui. Donc, ça n'existera jamais pour une raison simple, c'est que... alors là, quand je dis jamais, je parle de la voiture autonome niveau 5. Il y a 6 niveaux d'autonomie, 0 à 5. Et donc le niveau 5, c'est celui où la voiture serait autonome tout le temps, toute seule, elle ferait tout toute seule tout le temps. Enfin, ça serait magnifique, quoi. Elle n'aurait jamais d'accident, etc. Et ça, c'est juste pas possible parce que ça s'appelle la perfection, en gros. Et la perfection n'existe pas non plus, hein. Enfin, moi, j'ai jamais vu en tout cas. Et donc, essayer de dire qu'on va réussir à créer la perfection, donc c'est un mensonge. Et on a des preuves. On voit très bien que, par exemple, on imagine une voiture autonome sur la place de l'Étoile à 18h. Vous voyez, ouais. Je pense qu'on a la vision mentale tout de suite là. Nous, quand on est sur la place de l'Étoile à 18h, on ne respecte pas les règles de la route, les règles du code de la route. C'est vrai. Ouais. La voiture autonome, par définition, elle respecte le code de la route, parce que sinon, ce serait relativement embêtant. Donc, il y a des situations spécifiques qui vont être très, 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 très compliquées pour que la voiture s'adapte. Nous, humains, on disait tout à l'heure, hein, quand je parlais de continuité et d'infinité pour notre intelligence, nous, on s'adapte à des situations qu'on n'a jamais vues avant. Quelque chose qu'on n'a absolument jamais vu, qui n'est jamais arrivé, qui est impossible. On va s'adapter quand même. On va peut-être faire des bêtises, mais on va s'adapter, d'accord. Et donc sur la place des Étoiles, c'est un peu ça, c'est de l'adaptation, parce qu'on n'a jamais vu ça avant, hein, ça n'a aucun sens, mais bon, on est obligé d'y aller, donc on va s'adapter. La voiture, elle ne s'adaptera pas. La voiture, il faut qu'elle ait les données qui vont bien d'hier, et elles vont juste recracher ce qu'il y a eu hier. Vous allez me dire, vous pouvez toujours l'éduquer sur... et lui faire apprendre la place de l'Étoile, et puis plein de cas. Le problème, c'est qu'après, vous allez vouloir l'amener à Bangalore en Inde, et là, c'est encore un autre niveau. Donc, je veux dire, c'est trop compliqué d'avoir tous les cas possibles et inimaginables. Il y aura toujours un cas spécifique qui fait que la voiture ne pourra pas s'adapter. Pour ça, j'ai un exemple, un autre, qui est un exemple qui sort tout droit des bases de Waymo, qui a pris des vidéos de millions et de millions de miles conduits par leur voiture avant qu'elle soit autonome. Et là, l'exemple, c'est une voiture qui est en train de rouler dans les rues de Mountain View aux États-Unis, au headquarter
de Google, et la voiture, sur une route vide, s'arrête. Elle attend 2-3 secondes, elle reprend, elle fait 2-3 mètres, elle s'arrête. Elle attend 2-3 secondes, elle fait 2-3 mètres, elle s'arrête, etc., etc. Elle fait ça 5-6 fois jusqu'à ce qu'on voit qu'il y a un safety driver qui est dans la voiture, qui reprenne le volant et qui s'en aille parce que les gens derrière, ils étaient un peu énervés. Et là, vous dites, ça n'a aucun sens. Je veux dire, pourquoi la voiture s'arrête comme ça régulièrement? Et vous regardez ce qui se passe sur le trottoir. Sur le trottoir, il y a 2 gars qui marchent. Il y en a un qui marche le plus près de la route. Il marche dans la même direction de la voiture. Et vous regardez bien la vidéo et vous voyez que le gars qui est le plus près de la route, donc sur son épaule, il a un panneau stop. Alors ça, évidemment, vous voyez un mec qui borde la route avec un panneau stop, vous arrêtez pas. La voiture autonome, elle s'arrête, et elle s'arrête, et elle s'arrête. C'est le genre de cas qui est impossible, qui est improbable, qui n'existe pas, mais qui des fois existe. Nous, on s'adapte, la voiture ne s'adapte pas. Donc tu dirais que la diversité, en fait, l'infinité de cas d'usage serait le plus gros frein à une application Non. massive. C'est le problème. C'est pour ça que l'intelligence n'existe pas, l'intelligence artificielle n'existe pas, la voiture autonome niveau 5 n'existe pas, c'est juste pas possible. Je veux dire, il y a trop de diversité, effectivement. Ça La boucle serait est bouclée. un super mot de la fin, mais j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que le quantique, ça permettrait pas à tout ça d'exister? Alors c'est une excellente question. La réponse c'est j'en sais rien. Ouais. Mais je vais faire un peu de philosophie. D'accord? Alors, c'est de la philosophie de bas étage, c'est pour qu'on puisse comprendre à peu près tous. Je n'en sais rien, mais je me dis que peut-être il y a quelque chose d'intéressant. Mais je ne suis pas sûr, parce que quand je vois le quantique aujourd'hui, c'est quand même très compliqué. Les méthodes de calcul ne sont pas du tout les mêmes, la logique n'est pas la même, etc., etc. Mais ceci dit, je me dis, donc encore une fois, là, je me place sur un plan qui est plus mathématique maintenant, qui est un plan philosophique, où je me dis, les mathématiques, elles sortent de notre cerveau. D'accord, c'est nous qui avons inventé les mathématiques. Bon, des fois, il y a des trucs bizarres comme le nombre d'or, des trucs comme ça. Bon, c'est bizarre. Mais bon, ceci dit, les mathématiques sortent de notre cerveau. Donc, on les a inventées et on a placé l'intelligence artificielle sur les mathématiques. Donc, bon, c'est nous qui avons inventé tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est limité. Le quantique, c'est notre cerveau. C'est-à-dire que le quantique, c'est de la physique c'est de la biologie c'est de la physique. Bon, et donc, notre cerveau, c'est du quantique. Donc je me dis, peut-être qu'on peut réussir avec un ordinateur quantique de refaire un cerveau. Donc, encore une fois, c'est de la philosophie. Donc peut-être du coup que à ce moment-là, l'intelligence quantique pourrait peut-être être de l'intelligence humaine. D'accord? Bon, alors il y a un petit problème. Il y en a un peu plus qu'un, je pense. Bon, il y a déjà les problèmes de l'ordinateur quantique lui-même. D'accord, donc bon, on a les Pascal et tout ça qui travaillent très bien et qui font des trucs très intéressants, mais ça va prendre quand même un petit peu de temps. Ouais. Mais le problème essentiel, c'est maintenant, si je dis je veux imiter ce cerveau avec cet ordinateur quantique, il faut que je le comprenne, ce cerveau. Et aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que quand on demande aux gens qui s'occupent du cerveau, ils vont nous dire qu'ils comprennent entre 20 et 40% du cerveau. Bon, ça fait quand même 3000 ans qu'on essaye de regarder ce qu'il y a dedans, donc ça commence à faire long. Donc, le jour où on aura les ordinateurs quantiques qui sont en même temps biologiques et qu'on comprenne notre cerveau, alors à ce moment-là, peut-être, mais ça vu peut... que l'ordinateur quantique permet de faire des calculs beaucoup plus rapides, il va arriver à comprendre plus rapidement le cerveau. Non, tu crois pas? Non, c'est pas une histoire de rapidité, là. Je pense pas que c'est une histoire de rapidité. C'est une question de pouvoir faire des Parce expériences. qu'il faut modéliser le truc, là, et modéliser le machin, là, qu'on ne sait pas ce que c'est, dans cet ordinateur quantique où on ne sait pas trop comment ça marche, enfin, les calculs... on ne va pas pouvoir transposer ce qu'on a fait dans les intelligences artificielles, on ne peut pas le transposer dans les ordinateurs classiques, on ne peut pas le transposer dans les ordinateurs quantiques. Ouais. C'est pas possible, c'est pas la même chose. Une addition Oui. en quantique, c'est pas une addition en classique. Donc, ça va être compliqué. C'est un sujet que toi tu creuses personnellement? Pardon ? C'est un sujet que tu creuses personnellement? Dans le quantique, non, moi j'y comprends rien, je fais des mathématiques, moi, donc je ne suis pas de physique, donc j'y comprends que dalle. Mais bon, il y a des mecs très très forts qui font ça. On va en discuter justement avec Alice et Bob et avec Pascal, deux startups françaises. Exactement, donc évidemment je discute avec eux parce que je suis curieux de comprendre un peu, mais quand je dis j'y comprends rien, je veux dire j'y comprends rien, je ne vais pas faire semblant. Donc, par contre, tous les autres sujets dont on a parlé, qui sont ces histoires de frugalité dans l'IA et ces histoires de prochaines générations d'IA qui vont certainement être des IA hybrides, qui vont certainement être des IA qui vont être beaucoup plus pertinentes pour les datas utilisées, la façon dont on utilise les ressources, etc. Ça, c'est intéressant. Et ça, c'est maintenant qu'il faut faire. Et à ce sujet-là, est-ce que tu aurais quelques personnes à nous recommander pour creuser ces sujets-là et challenger un peu tout ce qui a été abordé dans cet épisode, à la fois sur un point de vue philosophique, sociétal, technologique? Des personnes à recommander à écouter? Ouais.
ou même à inviter? En général, c'est surtout des Français, hein, parce qu'on est les meilleurs en intelligence artificielle. Ça, déjà, c'est nous. Yann Lequin, évidemment, il faut l'écouter parce qu'il dit des choses très pertinentes, spécifiquement sur les intelligences artificielles génératives. Je pense qu'il n'est pas rentré dans le hype, lui non plus, et donc il dit des choses bien. Aurélie Jean, qui est aussi une des spécialistes mondiales de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est des gens à écouter. Il y a les gens qui sont plus des... Alors, ça ne va pas lui faire plaisir, mais les grands-pères de l'informatique et les grands-pères de l'intelligence artificielle, comme Jean-Gabriel Ganassia, qui est un philosophe et un prof d'intelligence artificielle. Ça, c'est les genres de personnes à écouter. Ils écrivent des livres, ils font des podcasts, ils font tout ce qu'il faut, et il faut les écouter. À ne pas écouter, Elon Musk, Laurent Alexandre et beaucoup d'autres. Pourquoi faut pas écouter Laurent Alexandre? Parce que lui, il raconte vraiment n'importe quoi, hein. Lui, je veux dire, c'est juste, enfin, pour le divertissement, hein, c'est intéressant. Ouais. Ok, merci beaucoup. Est-ce que, peut-être toute dernière question, il y a des grandes questions philosophiques, tout à l'heure tu me parlais un peu de philo, qui te passent par la tête sur le monde qu'on vit en ce moment, qui est de plus en plus chaotique et peut-être de plus en plus normal aussi? Oui, je ne sais pas s'il est normal, mais ce qui est sûr, c'est que quoi qu'il arrive, c'est notre faute. Donc que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit la guerre, que ce soit n'importe quoi, c'est notre faute. Donc ce qu'on ferait bien de faire un peu, c'est de respirer, d'essayer de faire en sorte de vouloir du bien au monde et donc du coup de faire attention, d'y faire attention parce qu'on est quand même dans le caca. Hein. Donc ne serait-ce que pour l'environnement, on est dans le caca et donc ne pas forcer les choses pour faire les choses, mais forcer les choses pour faire des choses pour les vrais gens, pour nous, pour la planète. C'est un super beau mot de la fin. Merci beaucoup Yann. Merci. Et merci beaucoup Anne d'avoir participé à ce podcast. À très vite. Au revoir. Très vite. Bonne journée. C'est Anne ou Anna? Anne. Et moi c'est Luc, c'est pas Yann, mais c'est pas grave. Je suis désolé. Oh là là. Je me disais bien, il nous le fait souvent. Hein. Merci. Merci beaucoup, franchement.